Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux pour cette séance de clôture. Après 4 jours de travail intense autour du thème de notre colloque, nous avons le plaisir, l'honneur aussi de recevoir Bernard-Henri Lévy. Vous êtes philosophe, vous êtes un essayiste engagé, directeur et fondateur de la revue La Règle du Jeu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez entrelacé dans votre œuvre, depuis le Testament de Dieu, un questionnement inlassable sur l'être juif. Vous y reviendrez, je pense, au cours de cet exposé, avec le choix délibéré de considérer que Heidegger, malgré toutes les fautes, malgré toutes les Dummheiten dont on peut le charger, mérite d'être encore lu et médité, comme le propose d'ailleurs Peter Travny, que nous avons entendu ces derniers jours. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous confier la clôture de notre colloque. On en dialoguera d'ailleurs s'il nous reste quelques minutes à l'issue de votre exposé, qui s'intitule « Comment peut-on être heideggerien ?» Merci Alexis Lacroix. Oui, je vais en effet, et c'est un très grand honneur, clôturer ce colloque. Malheureusement, sans avoir pu en suivre les travaux, puisque j'arrive tout à l'heure des États-Unis, où je m'exprimais dans une autre enceinte, mais sur un sujet qui n'est pas le contraire de celui d'aujourd'hui. C'était l'Assemblée générale des Nations unies, où je m'exprimais sur la montée de l'antisémitisme en Europe, et j'ai donc suivi vos travaux à travers mes amis, à travers Alexis, à travers Raphaël, Joseph, Cohen, Marianne Fransac, qui m'ont régulièrement tenu au courant de vos échanges et de vos recherches. Je voudrais faire un certain nombre de remarques de clôture tenant compte, autant que faire se peut, de ce qui a été dit. D'abord, bien sûr, la question des cahiers noirs, c'est 34 cahiers noirs par la couverture de Moleskine autant que par le contenu, qui, comme cela a été plusieurs fois dit, qui contiennent la pensée intime, dissimulée de Heidegger et dont il a expressément tenu à ce qu'elle soit publiée à la fin de ses œuvres complètes, comme si elle en était l'aboutissement ou le testament. Pour ce que je sais de ces 34 cahiers noirs, n'étant pas germaniste, il n'y a pas pour l'instant d'édition française. Pour ce que j'en sais, et pour ce que nous en savons tous, enfin en tout cas les Français ou les Français peu germanistes, ce qui est tout à fait nouveau, ou en tout cas l'événement de ces cahiers noirs, c'est d'abord le fait que le mot et le nom juif y soient énoncés à de nombreuses reprises, pas si nombreuses qu'ont bien voulu le dire les premiers comptes rendus, mais pas si rares non plus que ne le prétendent les éternels turiféraires. Donc le nom juif cette fois et le mot juif, le signifiant, sont là et bien là. Ils y sont, pour ce que j'ai pu en juger, contre toute attente, traînant après eux le plus plat du préjugé antisémite, la pensée calculante, trafiquante, négociante, comme étant le propre du juif, et puis l'idée sinon d'un complot, du moins en tout cas d'une machination juive, dont Martin Heidegger, le philosophe, aura passé toutes ces années à voir les manifestations. Ce qui apparemment est frappant aussi dans ces cahiers noirs, c'est que l'on n'y trouve toujours pas de mots de regret, de demandes de pardon,
concernant ce fardeau, cette bûche dont il parle dans un poème dédié à Hannah Arendt, qu'est la Shoah. Quand il s'adresse à Hannah Arendt, la Shoah est ce fardeau, cette bûche, dans ses cahiers, qui reflète sa pensée la plus intime entre soi et soi, il n'en est pas question. Pas question de la Shoah, pas question de ce qui s'est joué là, et par conséquent, pas l'ombre d'une réponse, ici non plus, à la question qui lui a été posée par Paul Celan, par Lovitz, par Adorno, par Sartre, après la guerre, pas l'ombre d'une réponse à la question du siècle. En revanche, toujours dans ces cahiers noirs, une référence obsessionnelle à ce qui semble être pour lui le massacre par excellence, celui qui en tout cas lui arrache des mots de révolte, et qui est le massacre, l'extermination du peuple allemand comme tel. Il y a même, semble-t-il, mais je dis cela au conditionnel, dans ces cahiers noirs, des textes, des fragments qui indiquent que les 12 ans de nazisme auraient pu être le théâtre et le fruit d'une effroyable machination menée par le peuple machinateur par excellence, afin d'imposer aux Allemands une punition longtemps attendue et un châtiment, à ses yeux, immérité. Et puis, dans les cahiers noirs, enfin, c'est cette phrase étrange que les germanistes ici ont lue probablement de manière plus instruite que moi, cette phrase très étrange sur le national-socialisme, non pas comme principe d'une philosophie, mais sous la philosophie comme principe, attestant du fait que le national qu'Heidegger est bien, fut bien, le grand penseur contemporain du national-socialisme, que son histoire intellectuelle, non contente de croiser ce national-socialisme, s'y est ajusté et l'a pour partie habité tout en se laissant habiter par elle. Voilà donc, si j'en juge ce que j'ai pu en lire, ce qui se dit dans ces très scandaleux cahiers noirs. Pour ce qui me concerne, tout cela ne m'a pas excessivement... Enfin, je fais partie de ceux, mais je crois que vous êtes nombreux ici, et plusieurs des orateurs qui m'ont précédé sont dans le même cas. Je n'ai pas été démesurément surpris par ces fragments des cahiers noirs. Heidegger fut intimement antisémite, donc très profondément. On le sait à travers des confidences des uns et des autres, de Jaspers dans son autobiographie par exemple, et on le sait à travers des textes intimes, non publics, comme cette lettre, révélée par Die Zeit, je crois, en 1989, où le tout jeune Heidegger, avant Sein und Zeit, assigne à la philosophie et à son intervention dans la philosophie la tâche de désenjuiver la pensée. On sait que, contrairement à ce que disent et soutiennent encore aujourd'hui les turiféraires de Martin Heidegger, on sait qu'il fut à l'occasion un dénonciateur plus ou moins zélé
plus ou moins bruyant de juifs. Oublions l'affaire Husserl, mais enfin le dossier Baumgarten, jugé par lui dans le dossier qu'il a instruit, indigne de former la jeunesse allemande sous son bientôt rectorat. On sait les fréquentations du nazi Heidegger, qui a pris sa carte du parti nazi d'emblée, le même jour que son ami et concurrent Carl Schmitt, et qui l'a reprise chaque année jusqu'à la fin. On sait quelques-unes de ses fréquentations les plus terribles. Je viens de dire Carl Schmitt, mais bien pire, Fischer, Eugène Fischer, je crois, le maître de Mengele, l'homme, le théoricien des expérimentations les plus terribles sur les races et en vue de la juste sélection. On connaît depuis très très longtemps le texte, l'hommage à Schlageter, le soldat Schlageter, fusillé, je crois, par les Alliés en 1923, ancien combattant de la guerre de 1914, opposant à l'occupation d'une partie de l'Allemagne, est devenu un héros, une figure magnifique, héroïsée de l'Allemagne nazie dès le combat de la rhétorique nazie, dès le combat pour Berlin de Goebbels et jusqu'au mythe du XXe siècle de Rosenberg. La mort de Schlageter, la mort la plus dure, dit Heidegger, la mort la plus âpre, la mort la plus héroïque, a opposé, même si je sais que sur ce texte, les interprétations peuvent légitimement s'opposer, à la pauvre mort, à la mort sans mourir, à la mort réduite au seul périr de ces femmes et ces hommes sans monde, même pas pauvres en monde comme les animaux, mais sans monde, que furent les Juifs dans un des rares textes où Heidegger évoque, sans les nommer, ils sont sans monde, les victimes de la Shoah. Donc nous connaissions tous cela, l'hommage à Schlageter, l'amitié avec Fischer, le rapport Baumgarten, et nous connaissions dans le corpus même heideggerien, avant les cahiers noirs, d'autres textes connus depuis très longtemps, comme celui dans l'introduction à la métaphysique, où il évoque la vérité et la grandeur intérieure du national-socialisme, la vérité et la grandeur interne du national-socialisme. Nous connaissions dans la deuxième ou troisième conférence de Brême, je m'excuse, mais je n'ai pas eu le temps d'écrire, j'arrive là vraiment de l'avion, cette conférence, mais enfin, vous vérifierez évidemment la précision des citations, et je la vérifierai moi-même avant publication. Nous connaissions dans la deuxième ou troisième conférence de Brême de 1949 le texte sur la Shoah, sur les millions de cadavres, réduits à des pièces détachées cadavérisées, où ce qui est le plus choquant n'est probablement pas l'assimilation à l'agriculture motorisée, car après tout, dire que la destruction des Juifs se conforma au modèle de la grande agriculture motorisée, c'est probablement toucher à quelque chose de la vérité de ce crime unique, inouï, sans précédent et sans succédent. C'est probablement toucher à
quelque chose de son programme et de sa monstruosité, mais dans cette conférence de Brême, le point du lapsus, le point de la révélation, le point qui, à mes yeux, fait scandale, sûrement plus, ou en tout cas autant, que les passages des cahiers noirs dont j'ai eu connaissance. Ce qui est le plus grave pour moi dans cette conférence de Brême, c'est que ce massacre de millions de Juifs par des procédés assimilables à ceux de l'agriculture motorisée se compare à l'arraisonnement ou à l'extermination d'un peuple par la famine. Et là, Heidegger pense évidemment aux sanctions imposées à la fin de la guerre dans ces dernières semaines ou ces derniers mois aux Allemands, en particulier de l'Est, dit-il. Et puis, cette extermination des millions de Juifs par des procédés semblables à ceux de l'agriculture motorisée se compare aussi à la fabrication de bombes à hydrogène. Comparer la Shoah à Dresde ou à la bombe H, c'est là la définition pure, chimiquement pure, du négationnisme. Donc, tout cela est connu depuis très longtemps. Nous savions qu'Heidegger avait vu jusqu'au bout, jusqu'à l'entretien du Spiegel de 1966, je crois, dans le nazisme, cette vérité intérieure et cette grandeur. C'est dit en propres termes dans l'introduction à la métaphysique, c'est confirmé dans le texte publiquement testamentaire du Spiegel, et cela, encore une fois, nous n'avons pas attendu les cahiers noirs pour nous en aviser. Donc, d'une certaine façon, quoi que je découvre lorsqu'ils seront enfin publiés, je ne pense pas que je serai frappé de cette stupeur ou que mon regard se décilera à la façon dont certains disent que ce fut leur cas. Nous savions d'autre part, en tout cas moi je savais et j'ai écrit là-dessus il y a une quinzaine d'années dans mon livre sur Sartre, que ce national-socialisme, cette part national-socialiste de la pensée de Heidegger, cette cohabitation, disons, sous le nom Heidegger, de la philosophie la plus ardente, la plus exigeante, et puis de cette bassesse infinie, que cette cohabitation obéit à un régime tout à fait singulier et probablement unique dans l'histoire de la philosophie et de la littérature. Pas besoin des cahiers noirs pour savoir qu'on n'est pas dans le cas d'un homme privé qui aurait eu ses faiblesses ou ses petitesses. C'est ce que répondait Sartre en 1945 dans un des 2 ou 3 numéros des Temps modernes, où fut ouverte déjà la question Heidegger, en débat avec Beaufret, Adorno, Weilins et d'autres. Sartre parlait de la faiblesse de caractère de Martin Heidegger, et il posait la question: va-t-on ne plus lire le contrat social et surtout l'Émile, sous prétexte que Rousseau s'est mal occupé de ses enfants? Nous savons, depuis toujours, avant les cahiers noirs, qu'on n'est pas dans ce schéma-là. On n'est pas dans un contre-sainte-beuvisme philosophique, avec d'un côté l'homme pusillanime, fragile, soumis peut-être à des pressions, en tout cas celles de son époque, et puis de l'autre, le penseur qui, dans le secret de son archive ou de sa bibliothèque, poursuivrait son dialogue face à l'éternité,
avec Héraclite, Parménide et Anaximandre, les trois porteurs de la parole initiale selon lui. On n'est pas dans ce cas-là. On n'est même pas, c'est ce qui m'a frappé depuis que je travaille sur le cas Heidegger, on n'est même pas dans le cas, par exemple, de Sartre lui-même, qui a clairement abrité sous son patronyme deux œuvres distinctes, presque antagoniques l'une de l'autre, un peu, dit-il quelque part, comme les deux reproductions du monde s'affichant dans le cerveau de la baleine de Moby Dick de son cher Herman Melville, deux yeux, disait Sartre, comme les siens, tellement écartés qu'il captait deux représentations du monde opposées l'une à l'autre, et c'est le cas de Sartre. Il y a le Sartre nietzschéen, stendhalien, romantique, révolté, et puis il y a le Sartre de la critique de la raison dialectique, soumis, asservi au totalitarisme de son temps, et voyant se raréfier toute cette belle révolte de la nausée ou des premiers textes. Et il y en a même un troisième, celui des dialogues avec Béni Lévy, qui renoue avec le premier tout en inventant encore autre chose, mais c'est une autre histoire. Donc on a des exemples. L'exemple Sartre de deux œuvres, ou de même trois, qui cohabitent dans la même tête et qui sont portées par le même nom, même si elles sont quasi antonymes l'une de l'autre, ou si c'est par quasi-homonymie qu'elles peuvent se réclamer du nom de Sartre. En littérature, c'est le cas de Louis-Ferdinand Céline, où de la même façon, il y a deux œuvres et même trois. Il y a le Céline de Mort à crédit et du Voyage au bout de la nuit, incroyablement sombre, déjà là, et pessimiste, qui ne voit aucune issue au malaise dans la civilisation. Il y a le troisième Céline, celui de Rigaudon, de Normance, de Guignol's Band, et d'Un château l'autre, le plus grand roman antipétainiste jamais écrit. Puis entre les deux, un autre Céline, très différent des deux autres, écrivant d'ailleurs moins bien, avec une espèce de vitesse d'écriture tout à fait étrange, et qui fait que cette œuvre est vraiment différente, qui est le Céline de Bagatelle pour un massacre, des Beaux Draps et de l'École des cadavres. Donc il y a plusieurs figures possibles de cette dualité, de cette contrariété intime de deux œuvres dans une tête et sous un nom. Heidegger, c'est rien de tout ça. Et ce qui est extrêmement frappant dans le cas Heidegger, c'est d'abord que les infamies apparaissent dans les textes majeurs, et c'est inversement que dans les textes mineurs, ou dans les textes ouvertement infâmes, peuvent apparaître des trouées philosophiques ou des éclairs de grandes pensées. Je vous disais à l'instant que la phrase sur la vérité intérieure et la grandeur du national-socialisme se trouve dans l'introduction à la métaphysique, c'est-à-dire dans le texte même qui pose avec le plus de rigueur la question de la différence ontologique. Je pourrais vous rappeler comment dans la conférence dans l'essence de la vérité, en tout cas, dans l'essence de la vérité, lorsqu'Heidegger se réfère au fragment 53 d'Héraclite, le fameux fragment dont il aurait apparemment discuté avec Carl Schmitt sur la guerre, mère de toutes choses ou mère de tous les étangs, donc dans un texte extraordinairement ambitieux, où il dialogue avec ce qu'il y a de plus inaugural, de plus initial, c'est-à-dire Héraclite. C'est dans ce texte donc de 33-34, pardon, c'est le cours de 33-34, dans l'essence de la vérité.
où il évoque le retour à Héraclite comme un retour possible aux lois éternelles de notre race d'hommes germaniques. Notre race d'hommes germaniques apparaissant au fil d'une méditation extraordinairement puissante, naturellement, sur la question Héraclite. 10 ans plus tard, en 1943, il y a le séminaire sur Héraclite. Là encore, c'est le Heidegger, en principe, ayant en principe donné congé à tout ce qui pourrait sembler, à tout ce qui relève de la contingence, du pur étant. Le Heidegger qui ne se connaît d'autres interlocuteurs que ces hommes à la parole rare, presque absente, lacunaire. Et c'est dans ce texte de 1943, écrit au milieu de cette Europe en ruine, soumise à des orages, face à quoi les orages d'acier de Junger apparaissent rétroactivement comme une aimable plaisanterie. Dans ce texte de 1943 sur Héraclite, il dit que le salut viendra pour cette Europe de 1943 par la race allemande, pour autant qu'elle revienne aux sources de son alémanité. Quelques années plus tôt, le grand cours sur Hölderlin, là encore, on est face à l'essentiel, on est face à la pensée dans ce cas-là de plus poétique et donc de plus vrai, dans les termes de Heidegger, et c'est dans ce texte sur Hölderlin, dans ce cours sur Hölderlin, que l'on trouve formulé de la manière la plus détaillée et la plus articulée la théorie d'une URSS et d'une Amérique qui seraient comme deux jumeaux qui s'ignorent et se combattent apparemment, avec comme seul recours, ressource, ces Européens qui ne parlent ni l'anglais d'Amérique ni l'anglais de Russie soviétique, que sont les Allemands. Cette Allemagne du milieu, s'opposant à ces deux versions du nihilisme technicisé que sont l'américanisme et le soviétisme, thèse qui, ma foi, fait écho avec un peu plus de style, sans doute, et avec sur le mode oraculaire qui est celui de Heidegger, à la pire propagande nazie de l'époque, même pas la pire, à la propagande nazie la plus ordinaire et quotidienne. C'est pas dans un tract qu'on la trouve, c'est pas dans une adresse aux étudiants allemands se terminant, comme il le faisait chaque fois, par un sonore Heil Hitler. Non, c'est dans son grand livre sur Heidegger, sur Hölderlin. Et je ne parle que pour mémoire de son long cours sur Nietzsche, publié beaucoup plus tard, en 1960 ou 61, je crois, prononcé entre 36 et 40, me semble-t-il, où là encore, grand corps à corps entre deux immenses figures de la pensée, mais où l'on voit apparaître de ci, de là, de grands événements métaphysiques, des érignismes majeurs, comme le saut des parachutistes au ciel de Scandinavie, la motorisation de l'armée allemande, la modernisation de ses moyens de transmission ou la qualité de ses avions. Donc ça, c'est très troublant.
la façon dont ces considérations-là, le Heidegger politique, c'est pas un Heidegger à côté, c'est pas un hors-d'œuvre de l'heidegerianisme, mais il se loge à l'intérieur même de la page, du paragraphe, de la phrase, et peut-être, j'y viendrai dans un instant, du mot de la philosophie heideggerienne. Et inversement, d'ailleurs, on pourrait montrer que les textes les plus contingents, les plus accidentels, les plus circonstanciels d'Heidegger, puisque dans les mêmes années, les mois du rectorat, et puis ensuite les mois qui suivirent son départ du rectorat, il fait des séminaires et puis il fait des discours aussi aux étudiants. Des discours qui sont, dont on pourrait s'attendre à ce qu'ils fussent des textes de circonstance. La grande surprise, pour moi en tout cas, c'est qu'ils sont écrits de la même encre, c'est qu'ils sont dits de la même voix, et que de même qu'on trouvait dans les premiers des petites saloperies national-socialistes, de même on trouve dans les textes officiellement national-socialistes des grandes trouées philosophiques. Le discours du rectorat, par exemple, pour ne parler que de lui, se termine, ou presque, par une citation de Platon très librement traduite par Heidegger, mais enfin, la liberté de traduction par Heidegger de ces grands classiques fait partie de son génie, la fameuse sentence, le fameux logion, tout ce qui est grand se tient dans la tempête. La citation de la République, qui est là dans le discours du rectorat. Dans le discours de juin 1933 sur le service du travail, où Heidegger fait l'éloge des camps, pas des camps d'extermination, ils n'existent pas encore, pas des camps de concentration pour opposants, mais des camps de formation pour étudiants. Ce texte où il explique que dans l'université du Reich, l'examen, il ne sera pas après, mais il est avant. Ce texte où il explique que dans l'université du Reich, il faudra dresser autant que enseigner. Et comment la sélection, il sera aussi essentielle que l'éducation. C'est dans ce texte que j'ai trouvé, que l'on trouve, l'une des, très rapidement, à la manière de Heidegger, à cette façon foudroyante qu'a parfois la vérité de se dire, que l'on trouve l'une des réflexions les plus fortes, ou l'une des occurrences les plus fortes d'une réflexion qui est la sienne depuis toujours, la différence, la question de la poiesis, la question de la différence entre la poésie et la technique. C'est dans ce texte sur la sélection et sur le dressage. La question du souci, autre immense question, immense concept heideggerien. Relisez son discours de novembre 1933, je crois, en prélude au référendum sur le départ de la SDN, sur la rupture de l'Allemagne nazie avec la SDN. Dans ce texte éminemment politique, dans ce texte ouvertement hitlérien, dans ce texte où il réalise ce qui pour certains était son rêve secret, son rêve platonicien, sauf qu'Hitler n'était pas le tyran de Syracuse et que Heidegger n'était pas tout à fait Platon, le rêve d'être le conseiller du prince des ténèbres de ce temps. C'est dans ce texte que l'on trouve l'une des meilleures formulations de cette affaire de souci. Et puis, le dernier discours de Heidegger, juste après son départ du rectorat, le discours de novembre 1934, qui est là encore un discours éminemment politique, et où on a la stupeur, un discours politique sur la question de l'État, sur la question de l'État nazi,
Un discours où l'on sent en filigrane les restes de la querelle entre l'aile conservatrice et l'aile révolutionnaire du NSDAP, entre l'aile qui aura été liquidée pendant la nuit des longs couteaux, dont certains, Farias ou Hoth, ont dit qu'elle était la vraie parentèle nazie de Heidegger, et puis ceux qui avaient pour souci de construire un État, d'engager une guerre et de la gagner. On sent que ce texte se situe dans l'ombre de cette question-là, la question de l'État, la question de son dépérissement ou non, la question de la révolution nazie et la question de la construction de l'État. Et là, Heidegger développe dans ce texte ce discours de la fin novembre 1934, donc je crois le dernier de cette période. Il développe une théorie de l'articulation de l'État et du peuple, pour laquelle il mobilise ce qui, pour l'heideggerien que je ne suis pas, est probablement ce qu'il y a de plus essentiel, j'ose pas dire de plus sacré, la question de la différence ontologique, la question du rapport entre l'être et l'étant. L'État étant du côté de l'être, le peuple étant du côté de l'étant, et la bonne articulation de l'un et de l'autre, qui est la grande question qui se pose depuis le combat pour Berlin jusqu'à l'élimination de Rome, des SA, de la nuit des longs couteaux. Cette question-là de la juste articulation qui se pose au même moment aux léninistes d'ailleurs, mais cette question-là, qui est la grande question du premier nazisme, eh bien, Heidegger la pose en mobilisant cette affaire, c'est pas cette affaire, son apport à l'histoire de la philosophie, qui est la question de la relation entre l'être et l'étant. Donc tout cela pour dire qu'on n'est pas dans le cas Sainte-Beuve, l'homme privé, l'homme public qui se surveille, l'homme privé qui se laisse aller, l'homme public qui se surveille. On n'est pas dans le cas Sartre, une pensée tellement vagabonde et libre qu'elle se coupe en deux. On n'est pas dans le cas Céline, un moment d'égarement très long et criminel, mais d'égarement. On est dans quelque chose de beaucoup plus mystérieux, dans un régime de discursivité absolument unique, qui fait que si j'étais germaniste, ce que je ne suis pas, si j'étais heideggerien, ce que je ne suis pas non plus, si j'étais même un spécialiste d'Heidegger, ce que je ne suis hélas pas, dont je pense que je pourrais démontrer qu'elle se pose dans qu'elle partage, qu'elle coupe en deux, qu'elle se faufile à l'intérieur du moindre mot de la langue heideggerienne. Cette bataille-là entre, disons, le Heidegger essentiel et puis le Heidegger qui croit que les parachutistes en Scandinavie sont un événement métaphysique. Donc on est là devant quelque chose de tout à fait inédit, de tout à fait troublant et qui fait véritablement, c'est le moins qu'on puisse dire, embarras à la pensée. Alors comment on se tire de ça? Il y a deux réponses que vous avez entendues ici même et à la BNF, dont vous avez entendu en tout cas l'écho, dit par de très, très fortes voix et très autorisées. Il y a deux réponses. Il y a, par rapport à ça, il y a la réponse des adversaires, des turiféraires de Heidegger, un peu embarrassés par les cahiers noirs, mais au fond, pas tellement, parce que ce qu'ils pensent, eux, c'est d'abord que, jusqu'au cahier noir, le mot juif n'est jamais prononcé, et ils n'ont en effet pas tort. Ils arguent du fait que Heidegger aura passé sa vie privée et intellectuelle à mener une interlocution constante et même décisive avec ce que le judaïsme européen aura produit de plus grand et de plus exigeant. Ils insistent volontiers et ils s'attachent à montrer
qu'entre la pensée prophétique juive et la pensée oraculaire heideggerienne, il y a plus d'une affinité. Ils nous disent également que fidèles à une vieille pratique de prudence intellectuelle, formulée par Descartes, par Spinoza, par Léo-Strauss, Heidegger avançait masqué, et que telles ou telles de ces phrases monstrueuses dont je viens d'évoquer certaines ont été écrites mais pas dites, ou dites et pas écrites, et qu'il y avait là tout un jeu avec les autorités universitaires, puis avec les autorités politiques tout court. Donc il y a tout cet écheveau d'explications, et ils finissent par nous dire, c'est je crois, là, et je le dis sans me moquer, c'est la position des plus probes des heideggeriens historiques. Ils pensent que l'antisémitisme est un détail dans la pensée d'Heidegger. Je le dis sans... Ils le disent, ils le pensent. Puis il y a de l'autre côté les adversaires d'Heidegger. Et là, je pensais à l'instant à quelqu'un comme François Fédier, et je pense maintenant à un intellectuel dont je regrette d'ailleurs l'absence. Ce n'est pas faute de l'avoir invité, ni de ma part d'y avoir insisté, comme je pense à Emmanuel Faye. Il y a ceux qui disent à l'inverse. Il y a ceux qui disent à l'inverse que le non-juif, le signifiant n'est jamais là, mais qu'il y est tout le temps. Et que pour l'oreille véritablement contextualisée, on n'entend que lui. On demande, les amis de Fédier demandent qu'on remette les phrases d'Heidegger dans leur contexte. Oui, dit Faye, leur contexte, allons-y. Le contexte linguistique, le contexte idéologique de l'époque fait que même quand il n'est pas là, le mot juif y est, on n'entend que lui. Ils répondent, et ils ont raison, que l'argument par Hannah Arendt, ou par Paul Celan, ou par Karl Lovitt, ou d'autres, est un argument qui a déjà beaucoup servi, y compris à l'époque de Heidegger. Il a servi dans le cas Richard Wagner, dont on a cessé de nous dire tout de suite, dès Bayreuth, qu'il ne pouvait pas être antisémite puisque le chef d'orchestre de Parsifal s'appelait Lévy et qu'il a passé sa vie à torturer, martyriser et tenter de convertir des chefs d'orchestre juifs. Du côté de l'accusation, on dira aussi que cette affinité entre le prophétique et l'oraculaire, elle peut avoir un tout autre sens, et elle l'a probablement, celui qu'elle avait chez les nazis, il est vrai, les nazis de l'État et de la conférence de Wannsee et de la solution finale, c'est-à-dire le sens d'une abominable rivalité mimétique de la part des nazis. Toute cette salade de la double élection du peuple élu de trop, dont certains historiens de la Shoah pensent avec juste raison qu'elle est à l'une des sources de la folie hitlérienne. Larvatus prodeo, des mots qui sont là pour tromper la vigilance des autorités. Inversement, disent les adversaires de Heidegger, inversement. Quel travail après 1945 pour réécrire, maquiller, trafiquer, interpoler les textes des années 33 à 44. Oui, pour les réécrire, mais dans l'autre sens.
Et il y a, dans un volume collectif dirigé par Emmanuel Faye, dont le nom m'échappe, un texte d'une jeune universitaire tout à fait brillant sur l'une de ces opérations de maquillage de plaques du texte heideggerien. Et dans cette logique-là, cette deuxième logique, la conclusion, c'est que l'antisémitisme n'est pas un détail de la pensée heideggerienne, qu'elle est en son cœur, et que, hélas, peut-être ou pas, le véritable impératif aujourd'hui, c'est de cesser de le lire. Emmanuel Faye, puisque je le cite pour la dernière fois, pense, je crois, ou il l'a dit publiquement, que la véritable place des livres de Heidegger, des livres de cet introducteur du national-socialisme dans la philosophie, sa véritable place éminente, mais c'est plus les rayons de philosophie des bibliothèques, mais les rayons histoire des idées, histoire des délires, histoire des totalitarismes. Donc c'est, me semble-t-il, les deux façons que l'on a, en général, de se tirer de cette intrication, de ce tressage, de cette intrigue-là, de cette intrigante intrigue, de cette inquiétante intrigue, qu'est l'intrigue des deux textualités heideggeriennes qui, en vérité, n'en font qu'une. Ou bien l'antisémitisme est un détail, ou bien on quitte les rayons des bibliothèques de philosophie. Pour ce qui me concerne, et en conclusion de ces 4 jours, je voudrais proposer une autre piste. J'ose pas dire une autre interprétation, mais une autre piste. Je crois donc qu'il y a les deux, et je voudrais prendre 4 exemples de grands concepts heideggeriens, et je voudrais essayer de vous dire en quelques mots comment chaque fois on est contraint de penser à la fois, en même temps, qu'on a affaire là, en effet, à un immense philosophe qu'on ne peut pas se passer de continuer de lire, et à un personnage, à une œuvre extraordinairement dangereuse dont on ne peut pas s'empêcher de s'armer contre. La question du sujet, ce décentrement spéculatif qui fait que l'on passe de la question du sujet à celle de la vérité, de la question de la vérité à celle de l'être, et que le sujet lui-même est désubstantialisé, dépulpé, déshumanisé. Ce geste-là, ce grand geste philosophique, le fondateur de tout l'anti-humanisme théorique contemporain, d'un côté, très, très clairement, si le sujet n'est plus rien, s'il est déshumanisé, qu'est-ce qui empêche de lui passer dessus? Qu'est-ce qui empêche de le violer? Qu'est-ce qui empêche de le violenter? C'est incontestable. Il y a cette tentation-là dans le texte heideggerien. Et puis, de l'autre côté, sans cette question, cet anti-humanisme, cette désubstantialisation du sujet, elle est aussi au principe de la plus belle philosophie de la liberté du XXe siècle, c'est-à-dire celle de Sartre. Si Sartre a pensé jusqu'au bout sa liberté et celle des hommes, s'il a jusqu'à la caricature et jusque parfois à la folie pensé et montré que l'on pouvait faire à peu près n'importe quoi de sa situation et de sa liberté, c'est parce qu'il avait mal lu, bien sûr, trop vite, comme il faisait à la pirate, mais parce qu'il avait regardé de près la théorie du Dasein heideggerien.
Et puis, c'est vrai de la liberté sartrienne, et il est vrai aussi, je me rappelle, l'une des leçons de mon vieux maître, Louis Althusser, une leçon très énigmatique. Louis Althusser disant que le stalinisme était un humanisme. Réponse à John Lewis, 1972 ou 13. Phrase qui fit hurler les bien-pensants, mais qui avait sa vérité. La vérité étant que oui, s'il y a un propre de l'homme, alors ce propre peut et doit être émondé de ses impropriétés, de ses impuretés, et que c'est probablement là la racine, le moteur premier du stalinisme ou des totalitarismes. Donc, on peut dire aussi que l'anti-humanisme heideggerien, ce décentrement spéculatif, a cet effet libérateur et peut fonctionner comme une machine à prévenir ou à brider ce qu'on a appelé les tentations totalitaires. La question de l'histoire, l'historialisation, l'épocalisation de toute chose, cette idée qu'il est histoire de tout, ces textes où Heidegger dit que la nature elle-même, en tant qu'elle est champ de bataille, lieu de culte et paysage, elle est le théâtre d'une histoire, que tout est histoire, la nature, le genre humain, les hommes. Là encore, il y a une sorte d'effet de bascule intérieur au texte même, comme un pendule mystérieux et secret, qui fait que ce déniaisement philosophique, il peut basculer du côté de la mise en doute, de la révocation en doute, de l'idée même du genre humain, d'un genre humain. Du côté de l'identification du Dasein, non pas à l'individu singulier caractérisé par sa mienneté, mais à un Dasein collectif porté par l'esprit d'un peuple et son esprit au sens, pas au sens de Derrida, mais au sens de Goebbels, au sens volkisch du mot. Ça peut aller vers ça. Et puis de l'autre côté, dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui échappe à l'histoire, rien qui ne soit, qui malgré ses apparences de stabilité et de pérennité, ne soit tramé et forgé par l'histoire. Après tout, qu'avaient d'autres en tête les révoltés de la fin des années 1960 en Europe lorsqu'ils tenaient qu'il n'y avait pas de rapport d'autorité, qu'il n'y avait pas de relations sociales, qu'il n'y avait pas de détermination intime qui ne puisse être mise en question, en péril, en suspens. L'historialisation de toute chose, oui, c'est la porte ouverte au Dasein comme esprit du peuple, c'est la porte ouverte aux théories spengleriennes de la chute et du déclin des singularités volkisch, et puis c'est aussi une école de révolte, et c'est aussi d'ailleurs cette historialité. Et là, les heideggeriens n'ont pas tort, c'est aussi l'une des butées contre laquelle vient se heurter la biopolitique, ou la conception naturaliste des étangs, autrement dit le racisme. C'est vrai que dans cette idée que tout est histoire, il y a quelque chose qui, par exemple, j'évoquais Sartre à l'instant, quelque chose qui a probablement permis
au Sartre d'après la Seconde Guerre mondiale d'écrire ses réflexions sur la question juive. Je crois que ce n'est pas un hasard si les réflexions sur la question juive, c'est-à-dire ce livre où il est dit que tout est histoire dans cette affaire, et l'être juif, et le regard que l'on porte sur lui, ce n'est pas un hasard si ce livre est contemporain de la découverte par Sartre de Heidegger. Donc la question du sujet, la question de l'histoire, la question de la langue. La question de la langue. Heidegger est probablement, enfin certainement, le dernier cratilien conséquent, le dernier philosophe à avoir pensé jusqu'au bout cette idée qu'il y a un rapport de familiarité, de connivence et même d'identité entre la chose et son dire, entre Ding et Dichten, que ce n'est pas un hasard si cette chose-là s'appelle comme ça. Et de ce cratilisme, il a tiré sa manière de philosopher, qui n'est plus une manière dialectique, mais qui est une manière exégétique. L'exégèse, pas même des textes, mais des mots. Cette façon de fouiller, de foyer, de décomposer, de leur faire rendre gorge ou rentrer dans la gorge le sens. Ce rapport donc à la langue, très particulier. Je ne connais pas d'autres exemples dans la pensée contemporaine de cette prise au sérieux à ce point, oraculaire, naïf, tout ce qu'on voudra, mais enfin quand même, de l'hypothèse cratilienne, selon Platon. Le philosophe anti-saussurien. S'il y a un philosophe au XXe siècle qui a pris le contre-pied de cette théorie, je ne prends pas position en ce qui me concerne, ce n'est pas la question de l'arbitraire de la relation entre le signifiant et le signifié, c'est bien Heidegger. Et toute la philosophie heideggerienne, elle procède de cette affaire de langue. Alors là encore, et ça c'est capital, évidemment, mais de ce capital-là dépendent, à partir de là, s'ouvrent de nouveau, par le même effet de bascule intérieur, deux hypothèses. Il y a le Heidegger qui prend tellement au sérieux cette histoire de langue, qui part dans le décor de son histoire de Héraclite, premier grec, premier allemand, et d'Hölderlin, dernier grec. Et c'est ça qu'il va chercher dans ses étymologies parfois folles et sauvages. Et puis, il y a de l'autre côté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a ce que Frege, le logicien, mathématicien, etc., appelait le grand tournant langagier de la philosophie du XXe siècle. Et puis il y a la psychanalyse et la métaphysique du docteur Jacques Lacan. Il n'y a pas de Lacan sans ce Heidegger-là. L'inconscient structuré comme un langage, l'interrogation de la langue comme voie d'accès, non pas privilégiée mais unique, à la vérité du malaise. C'est impensable tout ça, sans cette invention d'une exégèse cratilienne par Martin Heidegger. Alors je veux bien qu'on range Heidegger dans le rayon histoire de la FNAC ou de la Une, mais alors il n'y a plus de Lacan. Et c'est par-delà Lacan toute une part de la pensée contemporaine qui s'évapore, qui disparaît, qui n'a pas lieu d'être, qui se taira. Et puis dernier exemple enfin, le plus important naturellement, le plus important, la question de l'être.
Là encore, Heidegger fait quoi? Heidegger est incontestablement le premier philosophe à poser la question de l'être comme tel. Pas la question de l'être en tant qu'être à la façon d'Aristote, pas la question de l'être comme fondement ou comme primum, comme premier moteur, ou comme Dieu caché, ou comme noumen embusqué sous la floraison des phénomènes. Non, l'être en tant que tel. L'être à la fois originaire et voilé par la prolifération des étangs et par l'histoire de la métaphysique. Ça, c'est la question d'Heidegger et il est le premier à la poser. Ce n'est pas la question d'Aristote, ce n'est pas la question de Platon. Il a raison de dire, même si c'est l'un des textes où on trouve le plus de cochonneries, que ce n'est pas la question de Descartes, c'est la question heideggerienne. Cet être oublié, scellé et qui se donne à dévoiler. Là aussi, il y a deux façons de se tenir, pour emprunter un mot du vocabulaire heideggerien, face à cette thèse-là. Ou bien on la prend à la lettre, ou bien, pour aller très vite, on la prend de façon métaphorique. Évidemment, Heidegger fait les deux, et les heideggeriens font les deux. Si on la prend à la lettre, on pense qu'il y a vraiment eu un vrai moment où l'être se montrait comme tel, où il y a vraiment eu une chute, un déclin, une catastrophe dans la facticité, et qu'il faut vraiment trouver de vrais acteurs, de vrais opérateurs de retour vers cette vérité oubliée. Donc un voilement et un décèlement qui ne sont pas métaphoriques, qui disent une histoire réelle. Il y a un Heidegger qui pense ça, qui pense qu'Anaximandre, Héraclite, Parménide ont vraiment vécu dans l'éblouissement de l'être. Et cet Heidegger pense vraiment qu'il y a une longue saison de déclin qui commence avec le catholicisme hébraïque, qui se poursuit à travers la Renaissance technicienne, qui va jusqu'à la pitoyable tentative nietzschéenne, et à laquelle il lui revient, lui, Heidegger, avec quoi il lui revient de renouer, à la condition de s'aviser qu'il y a un deuxième peuple métaphysique par excellence, un peuple grec par procuration, qui est le peuple allemand. Et il y a foultitude de textes qui disent ça, qui disent que les Allemands sont des Grecs, ou que les Grecs étaient déjà des Allemands, qu'il y a deux peuples métaphysiques, c'est ces deux-là, et qu'il y a un peuple imposteur, qui est le peuple juif, qui par conséquent n'a pas sa place dans ce mano à mano entre les deux peuples métaphysiques par excellence. Alors là, naturellement, prendre cette affaire d'être voilé, scellé et décelé à la lettre, ça donne en effet Goebbels et Hitler déguisés en dîner du souper platonicien. Et c'est là, pour le coup, non pas la grosse bêtise, pour parler comme Heidegger, mais la grande catastrophe. Et puis il y a un autre Heidegger. Il faudrait entrer dans le détail des textes, mais je le ferai peut-être un jour. Il y a un autre Heidegger qui pense et qui dit que c'est par fiction, par hypothèse, un peu comme Rousseau lorsqu'il parle des origines du contrat social et de ce peuple dispersé à l'instant qui précède son assemblement. C'est par fiction qu'on peut imaginer un temps où l'être était éclatant. C'est par manière de parler que l'on évoque cette lente histoire d'un déclin. Et c'est là encore par métaphore qu'il pense qu'il y a ici ou là un peuple de nouveaux Grecs. Et cet Heidegger-là pense
que dès l'origine, ce qu'il appelle l'origine, le voilement était toujours déjà là. C'est ce que Michel de Guy nous enseignait en Hippocagne au lycée Pasteur en 1966, que le voilement était toujours déjà là, qu'il n'y a pas d'être non voilé, que le déclin, il est toujours, déjà et constamment parsemé de trouées vers l'être, qu'il y a, dit Heidegger lui-même, dans toute grande pensée, des pistes forestières. Chez Husserl, celui dont il a piqué la place, comme je le raconte dans un texte théâtral récent, chez Kant et même chez Descartes, il y a des pistes forestières qui font que l'opacité n'est pas totale, que l'obscurité n'est pas fatale, et que le tournant, le grand tournant, le grand retour est un retour par image. Cet Heidegger-là, cet Heidegger qui pense, dont la pensée du retour est une pensée qui ne doit pas être prise, enfin qui n'est pas prise dans les textes mêmes, dans ceux de ces textes-là, à la lettre. Cet Heidegger-là, comment ne pas continuer de le lire? Comment ne pas continuer de lire les grands textes de la phénoménologie contemporaine, les grands textes de Lévinas, les grands textes de Kant à travers lui? Ou alors, si on décide de ne plus le lire du tout, ça veut dire, et je crois que c'est ça véritablement l'enjeu, ça veut dire que l'on renonce à la philosophie et qu'on s'en remet à des discours techniques. Possible. C'est ce que fait à peu près tout le monde autour de nous, dans la plupart des disciplines. Ou ça veut dire que si on a encore le souci de la philosophie, ce qui est le cas de certains ici, si on n'accepte pas cette pensée heideggerienne de l'être, cette idée des pistes forestières ou des trouées qui font signe dans toutes les grandes pensées vers lui, alors on en reste au blocage kantien, on en reste à la totalitarisation, à la totalité hegelienne, ou on en reste au succédané bergsonien. Ou bien on entend malgré lui ce qu'Heidegger nous dit dans cette affaire de différence ontologique, ou bien on est selon les sensibilités. On est kantien, on est bergsonien, ou on est hegelien, et on pense que la partie est terminée. Mon parti, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'intituler cette dernière intervention « Comment peut-on être heideggerien ?» comme ça, en entendant ces effets de bascule, en y étant attentif, et en sachant que c'est seulement à ce prix-là que l'aventure philosophique peut se poursuivre. Je vous remercie. Merci infiniment Bernard-Henri Lévy de cette conférence de clôture qui n'étanche probablement pas la soif de connaissance et de compréhension de notre public. Et avant de passer la parole pour un dernier tour de questions, je vais moi-même me permettre de vous poser une question. Vous les avez évoqués tout à l'heure, il y a comme les juifs de Hegel, il y a des juifs de Heidegger. On en a d'ailleurs parlé au cours de ces 4 journées. Lévinas en était un. Est-ce que vous vous sentez juif de Heidegger? Non, je me sens exactement ce que je viens de vous dire. Je me sens juif, profondément meurtri lorsque je lis que l'extermination, la tentative de destruction des Juifs d'Europe est à mettre sur le même plan que les bombardements sur Dresde ou la fabrication des bombes H.
Mais je sais que je ne me serais pas engagé dans l'aventure philosophique, il y a maintenant 40 ans, si je n'avais lu Sein und Zeit, si je n'avais lu la lettre sur l'humanisme. Je sais que tout ce qui compte, ça émeut les gens, ça les scandalise. J'en sais qui sont d'ailleurs cohérents, qui sont allés de la démolition de la pensée 68 à la démolition de Heidegger. C'est vrai que sans Heidegger, il n'y a pas de pensée contemporaine. Pas parce que, comme le dit Heidegger dans un de ses mots de trop, pas parce que quand un Français veut faire de la philosophie, il doit penser allemand ou parler allemand, parce que l'allemand serait la langue de l'être, mais parce qu'il s'est produit cet événement-là. Quel événement Heidegger? Et que sans Heidegger, il n'y a pas Lacan, il n'y a pas Foucault, il n'y a pas Derrida naturellement. L'essentiel de la pensée contemporaine n'a plus lieu d'être. Et selon vous, la tentation de zapper Heidegger, elle ne va pas décroître dans les années qui viennent? Mais je souhaite... Non, la tentation de zapper Heidegger va croître. D'abord, la tentation croît de zapper tout ce qu'on peut. Dès qu'on a une bonne raison de ne pas lire, on s'engouffre dedans. Hein? Dès qu'on a une raison solide de mettre un auteur au pilori, quel soulagement, un de moins, dans cette espèce de conjuration... De chasse à l'inculture. De conjuration des nains contre les géants, et même quand on n'a pas de raison. Donc je crois que, évidemment, que cette histoire de cahier noir va précipiter cette mise à l'index d'Heidegger. Les livres d'Emmanuel Faye sont éminemment respectables. Son livre, éminemment respectable, et c'est un intellectuel tout à fait respectable. Mais je crois que c'est une impasse. Je crois qu'il est emporté par quelque chose de très noble, naturellement. Mais si on zappe Heidegger, comme vous dites, si on le met à l'index, et c'est pas politiquement correct ni tout ça, moi je suis pour le politiquement correct, hein, je suis à fond pour le politiquement correct. On avait remarqué. Oui, mais je suis aussi pour la pensée. Et je sais que si on met en suspens la pensée heideggerienne... C'est un prodigieux bond en arrière. Hein, si on choisit de penser que la question de l'être n'avait pas lieu d'être, si on se met à penser que cette façon que le kratilisme en philosophie est une niaiserie, parce que c'est ce qu'on va nous dire bientôt, que c'est une niaiserie, eh bien, bond en arrière et effacement à l'ardoise magique de toute une part de la pensée contemporaine. En tout cas, moi, la part qui m'a fait, moi je suis venu à la pensée à travers les textes de ceux que je viens de nommer. Et tous ont été heideggeriens, c'est vrai. Alors ça surprend beaucoup, mais c'est pour les raisons que je viens de dire. C'est pas parce qu'il y aurait eu une espèce d'égarement collectif de la pensée française ou de la pensée de langue française jusqu'à Paul de Man et son rapport avec Derrida qui ferait qu'ils seraient tous engouffrés dans l'infamie. C'est parce qu'il y a dans ce corps de pensée-là, dans cette espèce de monument énorme qu'est la pensée heideggerienne, quelque chose sans quoi la pensée, à l'âge contemporain, n'était pas possible, ou n'aurait pas été en tout cas ce qu'elle a été. Alors la mise à l'index de Heidegger, à vous entendre, c'est une des formes contemporaines de la misologie, hein, de ce que Deleuze avait appelé la misologie, la haine du logos. Oui, la misologie. Alors ce qui est paradoxal, c'est que le plus misologue de tous, c'était bien entendu Heidegger lui-même. Bien sûr, s'il y a bien un misologue, il y a bien quelqu'un qui pense que le logos c'est l'ennemi, c'est lui. L'oracle contre le logos, l'assertion contre la démonstration, etc. Bien sûr. Mais ça aussi on l'entend, d'ailleurs. Mais ce n'est pas une raison. Le colloque qui s'achève avec vous, cher Bernard, vous pensez qu'il a été l'occasion justement de mettre un coup d'arrêt à cette tentation de se débarrasser de Heidegger? Non, mais je crois qu'il a été l'occasion de confronter avec, d'après ce que m'ont dit mes amis et ce que vous m'avez dit vous-même de Paris aux États-Unis, de confronter avec probité, sérieux, les deux ou les trois points de vue. Voilà, je crois que ça a été l'occasion de ça.
Et c'est vrai que l'importance de ce colloque que nous devons à Joseph Cohen et Raphaël Zaguri-Orly, et que nous devons à la règle du jeu qu'il a, la revue que je dirige avec vous et Maria de França et d'autres ici, il revient à ce colloque d'avoir, et j'espère qu'il sera publié, enfin il sera publié de toute façon dans la règle du jeu, d'avoir donné un coup d'arrêt aux conclusions hâtives, à la vitesse de sédimentation trop grande de la pensée et de la conclusion. Voilà. Moi, je ne veux pas que Fédier s'enferme dans ce qui pourrait apparaître comme un négationnisme. Et je ne voudrais pas que d'autres brillants s'enferment dans une espèce de haine de la pensée et d'effacement de tout ce qui nous a rendus libres depuis 40 ans. Il faut bien mesurer ce que... On peut raconter ce qu'on veut. Vous connaissez tous les textes de Derrida sur son propre égarement, les tentatives laborieuses de nous expliquer que l'apparition même du mot de Geist, si peu heideggerien, est là pour montrer que... Tout ça n'empêche que Derrida n'aurait pas été Derrida. Il n'aurait pas représenté cet extraordinaire troué d'intelligence et de liberté s'il n'avait pas lu Husserl et Heidegger. Je dis Derrida, je dis Lévinas. Quand même, l'extraordinaire énigme de ce Lévinas qui commence par une lecture croisée d'Heidegger et de Husserl, et qu'aucune des révélations parues de son vivant, c'est-à-dire l'essentiel, il n'y a pas grand-chose de plus, à part le fait qu'il dit juif dans les cahiers noirs. Lévinas avait toutes les pièces du dossier, j'en ai parlé avec lui en 79, en 80, 81. Le fait que Lévinas n'ait jamais cédé là-dessus, le fait qu'il n'ait jamais désavoué sa dette à Heidegger, Lévinas, l'un des plus auturiers, l'un des plus exigeants des penseurs contemporains, l'un de ceux qui devait le moins et qui payait le moins de dettes ou d'hommages à la rumeur ou à la pensance, bonne ou mauvaise, c'est quand même troublant. Et c'est intéressant, c'est qu'il savait bien, Lévinas. Et c'est pas Blanchot, Blanchot c'est autre chose. Mais Lévinas savait que pour passer de l'être à l'autre, pour considérer que l'ontologie était la forme ultime de totalité malfaisante, pour donner la préséance à autrui sur soi, pour élaborer sa théorie de l'hospitalité et de soi comme otage, pour pousser le décentrement spéculatif du sujet jusqu'à cette radicalité de l'éthique qu'a été le lévinasisme. Il avait fallu qu'il en passe par Sein und Zeit. Il fallait en passer par Sein und Zeit, bien sûr. Il le savait. Et on ne peut pas soupçonner Lévinas de la moindre indulgence vis-à-vis de tout ça. Donc, merci, je crois qu'on peut se réjouir. Enfin, merci, c'est un travail collectif, et vraiment collectif, les paroles appartenant presque autant à ceux qui les écoutent qu'à ceux qui les profèrent. Merci à ce colloque d'avoir eu lieu. Attendons la publication de ces actes, et j'espère et je pense que cela permettra d'éviter donc les conclusions, les emportements. Voilà. Et puis tous les émissaires du bavardage dont parlait Heidegger, qui vont sans doute vouloir prendre leur revanche dans les semaines et ça s'appelle Twitter et dans les mois qui viennent. Ça s'appelle Twitter. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy.